Maman, mon beau-père m'a frappé. Ces mots que ma fille m'a dit au téléphone m'ont ouvert la poitrine comme une lame de rasoir. J'étais au travail. Une journée comme les autres. Et puis, cette phrase qui a tout changé. Maman, mon beau-père m'a frappé parce que la nourriture était trop salée. Mon mari a tout vu et n'a rien dit. Mon sang s'est glacé. 20 minutes plus tard, je frappais à leur porte. Et quand le beau-père de ma fille a ouvert et vu ce que j'avais amené avec moi, tout a basculé. Je m'appelle Faustine Laporte, j'ai 59 ans. Et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Il y a des matins qui sentent encore le café et les tartines grillées. Des matins où Roxane était petite, où elle courait dans l'appartement en riant, ses cheveux châtains volant derrière elle comme des rubans de lumière. Je me souviens de ses mains potelées qui serraient les miennes quand nous traversions la rue. Je me souviens de ces questions infinies. Maman, pourquoi le ciel est bleu? Maman, où vont les étoiles le jour? J'ai divorcé de son père quand elle avait 12 ans. Pas par manque d'amour. Parfois, deux personnes s'aiment, mais ne savent plus vivre ensemble. Il était policier, moi infirmière. Nos horaires ne se croisaient jamais. Nos silences pesaient plus lourd que nos mots. Mais nous sommes restés unis pour Roxane. Toujours. Elle a grandi belle, intelligente, rêveuse. Elle voulait être professeure de français. Elle aimait la poésie de Verlaine, les romans de Colette. Elle soulignait des passages dans ses livres et me les lisait le soir, allongée sur mon canapé. Écoute, maman. Le ciel est, par-dessus le toit, si bleu, si calme. À 24 ans, elle a rencontré Louison. Il était courtois, bien élevé, toujours un bouquet à la main quand il venait dîner chez moi. Il parlait avec respect. Il avait un bon travail dans une banque. Il venait d'une famille bourgeoise du 16e arrondissement. « Maman, je crois que c'est lui », m'avait-elle dit un soir, les yeux brillants. J'avais souri. J'avais pris ses mains dans les miennes. « Alors je suis heureuse pour toi, ma chérie. » Le mariage a eu lieu 2 ans plus tard. Une cérémonie simple et élégante dans une petite église de province. Roxane portait la bague en or blanc de ma grand-mère, celle avec le petit diamant que j'avais toujours gardé précieusement. « Elle te va à merveille », avais-je murmuré en l'embrassant. Louison lui avait promis de la rendre heureuse. Et moi, comme toutes les mères, j'avais voulu le croire. Les premiers mois, Roxane m'appelait tous les jours. Nous parlions de tout et de rien. De ses élèves, de ses recettes ratées, de ses projets de voyage. Puis, peu à peu, les appels se sont espacés. 1 fois par semaine, puis 1 fois toutes les 2 semaines. « Tout va bien, ma chérie ?»« Oui, maman. Juste beaucoup de travail. » Sa voix avait changé. Quelque chose de plus petit, de plus prudent. Quand je lui proposais de venir déjeuner, elle hésitait. « Je dois demander à Louison. » « Demander ?» Ce mot m'avait piqué, mais je n'avais rien dit. Un dimanche, je suis passée à l'improviste. Louison m'a ouvert. Sourire poli, mais froid. « Faustine, quelle surprise. Je passais dans le quartier. Je voulais voir Roxane. Elle se repose. Je peux monter la voir ?» Un silence. Trop long. « Elle dort, vraiment. Je lui dirai que vous êtes passé. » La porte s'est refermée. Je suis restée sur le palier, le cœur serré, ne sachant pas encore pourquoi. J'ai appelé Roxane le soir même. « Ma chérie, je suis passée aujourd'hui. »« Ah oui, désolée, maman. J'étais vraiment fatiguée. »« Tu es sûre que tout va bien ?»« Oui, maman, promis. » Mais sa voix tremblait légèrement. Et pour la première fois, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Un vernis, une illusion. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Les semaines ont passé. L'été est arrivé avec ses journées longues et ses soirées tièdes. J'essayais de ne pas trop penser à ce malaise que je ressentais chaque fois que je parlais à Roxane. Peut-être que j'exagérais. Peut-être que c'était normal qu'une jeune femme mariée prenne ses distances avec sa mère. Peut-être que je devais simplement accepter qu'elle avait sa propre vie maintenant. Mais une mère sent ces choses-là. Une mère sait. Je travaillais toujours à l'hôpital Saint-Louis, service de gériatrie. Des journées de 12 heures où je voyais défiler des visages ridés, des mains tremblantes, des regards qui cherchaient encore un peu de tendresse dans ce monde. J'aimais mon travail. J'aimais ces vieux qui me racontaient leur vie entre 2 prises de tension. Madame Beaumont, 86 ans, me parlait souvent de sa fille. Elle ne vient plus me voir, vous savez. Son mari n'aime pas qu'elle perde du temps avec moi. Ne dites pas ça, Madame Beaumont. C'est vrai, ma petite Faustine. Il a changé ma fille. Elle n'est plus la même.
Ces mots résonnaient dans ma tête. Elle n'est plus la même. Roxane non plus n'était plus la même. En septembre, j'ai reçu une invitation. Un dîner chez les parents de Louison. Toute la famille était conviée. C'était l'anniversaire du père de Louison, monsieur Étienne Moreau, 68 ans, ancien cadre supérieur dans une grande entreprise de travaux publics. Un homme imposant, au regard dur, à la voix forte. Je ne l'avais rencontré que 2 fois. Une fois lors des fiançailles, une fois au mariage. Il m'avait à peine adressé la parole. Il avait cette manière de regarder les gens de haut, comme s'il évaluait leur valeur sociale en quelques secondes. Roxane m'avait appelé 3 jours avant le dîner. « Maman, tu viendras samedi ?»« Bien sûr, ma chérie. Papa aussi sera là. »« D'accord. » Un silence. « Maman. »« Oui. »« Rien. À samedi. » Elle avait raccroché trop vite, comme si elle avait voulu dire quelque chose, mais n'avait pas osé. Le samedi est arrivé. J'ai mis une robe sobre, gris anthracite, des perles discrètes. Je savais que cette famille jugeait les apparences. Je ne voulais pas donner de raison à monsieur Moreau de me regarder de travers. Marc m'a appelé juste avant que je parte. « Tu y vas aussi ce soir ?»« Oui. Fais attention à Roxane. »« Pourquoi tu dis ça ?»« Je ne sais pas. Juste une impression. » Marc avait toujours eu cette intuition. 25 ans dans la police. Il savait lire les gens. « D'accord, on se voit là-bas. » L'appartement des Moreau était dans le 7e arrondissement. Un immeuble haussmannien avec un hall en marbre, un ascenseur à cage dorée, des tapis épais qui étouffaient le bruit des pas. Tout respirait l'argent ancien, celui qui ne se montre pas mais se sent. J'ai sonné. Une femme d'une 50aine d'années a ouvert. Madame Moreau. Coiffure impeccable, tailleur Chanel, sourire glacial. Faustine, entrez. Pas de bise, pas de chaleur, juste une politesse de façade. Le salon était immense, haut plafond mouluré, lustres en cristal, canapé en cuir fauve. Une dizaine de personnes étaient déjà là. Des oncles, des tantes, des cousins. Tous bien habillés, tous parlant à voix mesurée. J'ai cherché Roxane du regard. Elle était dans un coin, près de la fenêtre, en train de disposer des canapés sur un plateau d'argent. Elle portait une robe noire simple, presque austère. Ses cheveux étaient tirés en arrière, si serrés que ça devait lui faire mal au crâne. Roxane. Elle a levé les yeux. Un sourire forcé. « Maman, tu es là. » Je l'ai embrassée. Elle était froide, tendue. « Ça va, ma chérie ?»« Oui, oui, je dois finir de préparer l'apéritif. Je peux t'aider ?»« Non, c'est bon. Va t'asseoir. » Elle s'est éloignée rapidement vers la cuisine. Marc est arrivé quelques minutes plus tard. Il a serré des mains poliment, mais je voyais dans ses yeux qu'il détestait cet endroit. Lui et moi, nous venions de familles simples, des gens qui travaillaient dur, qui ne mettaient au pas de nappe en lin pour un dîner de famille. Monsieur Moreau est apparu dans le salon. Grand, large d'épaules, cheveux gris coiffés en arrière, costume 3 pièces bleu marine. Il portait une alliance en or massif et une montre qui devait coûter plus cher que ma voiture. « Mes amis, merci d'être venus !» Sa voix remplissait la pièce. Tout le monde s'est tu pour l'écouter. Il a commencé à raconter des anecdotes de sa carrière, des réussites professionnelles, des voyages en Asie, des contrats signés avec des ministres. Il aimait parler. Il aimait être au centre. Louison était à côté de lui, sourire admiratif, hochant la tête à chaque phrase de son père. « Mon fils suit mes traces. Il sera directeur régional d'ici 2 ans. » Louison a rougi de fierté. Roxane passait entre les invités, servant des verres, ramassant des serviettes tombées, disparaissant dans la cuisine, revenant avec des plateaux. Personne ne la regardait. Personne ne lui disait merci. À un moment, elle a trébuché légèrement. Un verre a glissé du plateau, mais elle l'a rattrapé de justesse. Monsieur Moreau s'est tourné vers elle. « Fais attention, Roxane. Ce sont des verres en cristal de Bohême. »« Pardon, beau papa. »« Beau papa. » Ce mot m'a glacée. Elle l'appelait beau papa comme une petite fille prise en faute. Le dîner a été servi dans une salle à manger digne d'un château. Table en acajou, vaisselle en porcelaine de Limoges, couvert en argent massif. Nous étions 14. Roxane et une autre jeune femme, l'épouse d'un cousin, ont servi tous les plats. Roxane ne s'est pas assise. « Tu ne manges pas, ma chérie ?» ai-je demandé doucement. « Je mangerai après, maman. » Mais Madame Moreau a posé sa main sur mon bras. « C'est comme ça dans notre famille, Faustine. Les belles filles servent d'abord. C'est une marque de respect. » J'ai regardé Marc. Ses mâchoires étaient serrées, ses poings fermés sous la table.
Le repas a duré 3 heures. Monsieur Moreau parlait sans cesse de politique, d'économie, de la décadence de la France moderne. Il avait des opinions tranchées sur tout. Les immigrés, les jeunes, les femmes qui travaillent. Une femme doit savoir tenir une maison. C'est la base. Il a regardé Roxane en disant ça. N'est-ce pas, Roxane? Oui, beau papa. Elle se tenait debout près de la cuisine, prête à bondir au moindre signe. À la fin du repas, le gâteau est arrivé. Roxane l'avait fait elle-même. Un fraisier magnifique, avec des fraises fraîches et de la crème pâtissière. Monsieur Moreau a coupé la première part. Il a goûté. Son visage s'est durci. C'est trop sucré. Silence. Pardon? A murmuré Roxane. C'est trop sucré. Tu as encore raté. Les larmes sont montées aux yeux de Roxane. Elle a baissé la tête. Je suis désolée. Tu es toujours désolée. Mais ça ne change rien. Louison n'a rien dit. Il a continué de manger son gâteau comme si de rien n'était. Marc s'est levé brusquement. « Excusez-moi, je dois partir. » Il est sorti sans un regard en arrière. Moi, je suis restée, parce que je ne voulais pas laisser Roxane seule. Après le dîner, j'ai aidé Roxane à débarrasser dans la cuisine. Nous étions seuls. Enfin. « Ma chérie, ne dis rien, maman, s'il te plaît. Roxane, ce n'est pas normal. C'est sa famille. Il faut que je m'adapte. Mais toi, tu comptes aussi. » Elle a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue. Je ne peux pas en parler maintenant. Pourquoi? Parce que si je commence, je vais tout casser. Elle a essuyé sa larme rapidement et est retournée dans le salon. Je suis partie 1 heure plus tard, le cœur lourd, les mains tremblantes. Dehors, Marc m'attendait, appuyé contre un réverbère, les bras croisés. Tu l'as vu? Oui. Et? Elle se laisse écraser, Marc. Je sais. Il a allumé une cigarette. Il avait arrêté de fumer depuis 10 ans. Mais ce soir, il en avait besoin. Ce type est un tyran. Monsieur Moreau? Oui, et son fils est pareil. Louison n'a rien dit. Rien. Exactement. Nous sommes restés là, sous la pluie fine qui commençait à tomber, à regarder les fenêtres illuminées de l'appartement des Moreau. Et quelque part, dans cette lumière dorée, notre fille disparaissait un peu plus chaque jour. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les mois qui ont suivi ce dîner ont été les plus difficiles de ma vie. Pas à cause de ce qui m'arrivait à moi, mais à cause de ce que je voyais arriver à ma fille sans pouvoir rien faire. Roxane m'appelait de moins en moins. Quand je l'appelais, elle répondait toujours avec cette voix douce mais fatiguée, cette voix qui disait « Tout va bien », alors que tout criait le contraire. « Ma chérie, on pourrait déjeuner ensemble cette semaine ?»« Je ne sais pas, maman. Louison a beaucoup de travail en ce moment. Il a besoin que je sois à la maison. Mais juste 1 heure. Je verrai. Je te rappelle. » Elle ne rappelait jamais. J'ai essayé de passer chez elle plusieurs fois. Une fois, personne n'a répondu. Une autre fois, c'est Louison qui a ouvert, sourire poli, main dans les poches. Roxane n'est pas là. Elle est sortie faire des courses. Mais sa voiture était garée en bas de l'immeuble. Ah, d'accord. Tu peux lui dire que je suis passée? Bien sûr. La porte s'est refermée. J'ai attendu dans ma voiture pendant 1 heure. Roxane n'est jamais sortie. Marc, lui, était plus direct. Il a commencé à surveiller. Discrètement. Pas officiellement, parce qu'il n'avait aucune raison légale de le faire. Mais il connaissait des collègues. Il posait des questions. Il vérifiait. Un soir, il m'a appelé. « Faustine, tu es assise ?»« Oui. Pourquoi ?» J'ai parlé avec un collègue du commissariat du 16e. Et Monsieur Moreau a un casier. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Violence conjugale. Il y a 15 ans. Sa femme a porté plainte, puis elle l'a retiré 2 semaines plus tard. Mon Dieu, il n'y a jamais eu de procès. Tout a été étouffé. Je tremblais. Et Louison? Rien sur Louison, mais un fils qui a vu son père frapper sa mère pendant des années. Il n'a pas fini sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Marc, qu'est-ce qu'on fait? On surveille, on attend. Et dès qu'il y a quelque chose, on agit. On ne peut pas juste aller la chercher. Elle est adulte, Faustine. Si elle ne veut pas partir, on ne peut rien faire. Mais si elle est en danger, alors elle appellera. Et on sera là. J'ai raccroché en pleurant. Cette nuit-là, j'ai regardé la bague de ma grand-mère que je portais autour du cou sur une chaîne. Roxane portait la sienne à son doigt le jour du mariage. Cette bague qui symbolisait l'amour, la protection, la transmission. Je me suis demandé si elle la portait encore. Les semaines ont continué de s'écouler. Octobre est arrivé,
avec ses feuilles mortes et ses ciels gris. J'essayais de continuer à vivre normalement. Je travaillais. Je souriais à mes patients. Je rentrais chez moi. Je dînais seul devant la télévision. Mais chaque soir, je regardais mon téléphone en espérant un appel de Roxane. Un jeudi soir, enfin, elle a appelé. « Maman ? Ma chérie, comment vas-tu ? » « Ça va. » Sa voix était bizarre. Trop enjouée. Trop fausse. « Tu es sûre ? » ? « Oui, oui. Je voulais juste te dire que Louison et moi, on va peut-être déménager. » « Déménager ? Où ça ? » ? « Plus loin. Dans le sud. Son père a des contacts là-bas. Il pourrait avoir une promotion. » Mon sang s'est glacé. Le sud ? Mais c'est loin. Je sais. Mais c'est une bonne opportunité pour lui. Pour lui. Pas pour elle. Pour lui. Et ton travail ? Tu aimes enseigner. Je trouverai autre chose. Roxane. Maman, il faut que j'y aille. Louison rentre bientôt. Je t'embrasse. Elle a raccroché. J'ai appelé Marc immédiatement. Ils veulent l'éloigner. Quoi ? Déménager dans le sud. Loin de nous. Marc a juré entre ses dents. C'est une technique classique. Isoler la victime. Marc, on doit faire quelque chose. Je vais essayer de lui parler. Le lendemain, Marc est allé chez eux. Il a sonné. Louison a ouvert. Marc, quelle surprise. Je voulais voir ma fille. Elle n'est pas là. Sa voiture est en bas. Un silence. Elle se repose. Alors je vais attendre. Marc est entré. Louison n'a pas pu l'en empêcher. Roxane est sortie de la chambre quelques minutes plus tard. Elle portait un pull à col roulé, en plein mois d'octobre, alors qu'il faisait 18 degrés dehors. Marc a compris tout de suite. « Roxane, enlève ton pull. »« Quoi ? Papa, je... » »« Enlève ton pull. Maintenant. » Louison s'est avancée. « Marc, vous n'avez pas à... »« Tais-toi. » La voix de Marc était froide, dangereuse. Roxane a commencé à pleurer. « Papa, s'il te plaît ?» Marc s'est approché doucement. Il a pris les mains de sa fille. « Ma chérie, montre-moi. » Elle a fermé les yeux. Lentement, elle a descendu le col de son pull. Un bleu, violacé, sur le côté de son cou. Marc a reculé d'un pas. Ses poings se sont serrés. « Qui t'a fait ça ?» Roxane tremblait. « C'est rien. Je suis tombée. Ne me mens pas. Papa, je t'en prie. » Marc s'est tourné vers Louison. « C'est toi ? Je ne vois pas de quoi vous parlez. C'est toi qui l'as frappée ? Roxane vient de vous dire qu'elle est tombée. » Marc a fait un pas vers lui. Louison a reculé. « Si tu touches encore une fois à ma fille, je te jure que... » « Papa, arrête. » Roxane s'est mise entre eux, les larmes coulant sur ses joues. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Roxane, tu vas venir avec moi, maintenant. » « Je ne peux pas. » « Pourquoi ? » « Parce que je l'aime. » Ces mots ont brisé quelque chose en Marc. Je le sais parce qu'il me l'a raconté plus tard. Il m'a dit qu'à ce moment-là, il a compris qu'on ne pouvait pas sauver quelqu'un qui ne voulait pas être sauvé. Il est parti. Il m'a appelé en pleurant. Elle refuse de partir. Marc, elle dit qu'elle l'aime. Ce n'est pas de l'amour. Je sais. Mais elle ne le voit pas encore. Nous avons pleuré ensemble au téléphone. 2 parents impuissants face à la souffrance de leur enfant. Les semaines suivantes ont été un cauchemar. Roxane ne répondait plus à mes appels. Elle ne répondait plus aux messages. Elle avait disparu. J'ai essayé d'aller chez elle. La porte restait fermée. J'ai essayé d'aller à son école. On m'a dit qu'elle avait démissionné. Démissionné ? Quand ? Il y a 2 semaines. Elle a dit qu'elle déménageait. Mon monde s'est effondré. J'ai appelé Marc. Elle a démissionné. Ils vont vraiment partir. On ne peut rien faire, Faustine. Si, on peut. Quoi ? On peut attendre qu'elle appelle à l'aide. Et on peut être prêt. Marc a respiré profondément. D'accord, je reste en alerte. Toi aussi. Promis. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons attendu. Chaque jour, chaque nuit, le téléphone à portée de main, le cœur battant à chaque sonnerie. Novembre est arrivé. Puis décembre. Les fêtes de fin d'année approchaient. Noël. Cette période qui normalement nous réunissait tous les 3, Roxane, Marc et moi, autour d'un sapin décoré et d'un repas simple. Mais cette année, Roxane ne serait pas là. J'ai acheté quand même un cadeau pour elle. Un livre de poésie de Rimbaud qu'elle cherchait depuis longtemps. Je l'ai emballé avec soin. J'ai écrit une carte. « Ma chérie, je t'aime. Je serai toujours là. Maman. » Je l'ai gardé sur ma table de nuit, en espérant pouvoir le lui donner un jour. La veille de Noël, j'étais au travail. Service de nuit. L'hôpital était calme.
Les couloirs sentaient le désinfectant et le sapin en plastique qu'on avait installé dans le hall. Madame Beaumont dormait paisiblement. Sa fille était enfin venue la voir la semaine précédente. Elle m'avait raconté avec des yeux brillants. Elle a quitté son mari, vous savez. Elle a dit qu'elle en avait assez de vivre dans la peur. C'est merveilleux, Madame Beaumont. Oui, elle va bien maintenant. Elle sourit à nouveau. J'avais souri aussi. Mais dans mon cœur, je pensais à Roxane. À 23 heures, mon téléphone a vibré. Un message de Roxane. Maman, je t'aime. Pardon pour tout. Mon cœur s'est arrêté. J'ai appelé immédiatement. Pas de réponse. J'ai rappelé. Encore. Messagerie. J'ai appelé Marc. Marc, elle m'a envoyé un message bizarre. Quoi? Quel genre de message? Je t'aime. Pardon pour tout. Merde. J'arrive. On y va. Nous nous sommes retrouvés devant leur immeuble 30 minutes plus tard. Marc avait appelé des collègues. 2 voitures de police étaient déjà là. On ne peut pas entrer sans mandat. Ma fille est en danger. Marc, tu le sais. On ne peut pas. Marc a levé les yeux vers les fenêtres de l'appartement. Toutes les lumières étaient éteintes. Il a appelé Roxane. Pas de réponse. Il a sonné à l'interphone. Pas de réponse. Il allait forcer la porte quand soudain, elle s'est ouverte. Louison est sorti. Seul. En manteau. Un sac à la main. Il a sursauté en nous voyant. « Qu'est-ce que vous faites là? Où est Roxane? Elle dort. À cette heure-ci? Avec toutes les lumières éteintes? Elle ne se sentait pas bien. Marc l'a attrapée par le col. Si tu lui as fait du mal, je te jure. Lâchez-moi. » Les policiers se sont interposés. « Marc, calme-toi. » Un des policiers s'est tourné vers Louison. « Monsieur, nous devons vérifier que votre épouse va bien. » « Elle va bien. Alors laissez-nous monter. » Louison a hésité. Trop longtemps. « Monsieur, si vous refusez, nous reviendrons avec un mandat. » Finalement, il a cédé. Nous sommes montés. Marc, moi, 2 policiers, et Louison qui traînait des pieds. L'appartement était plongé dans le noir. Ça sentait l'alcool et la cigarette froide. « Roxane ?» Pas de réponse. Marc a allumé la lumière du salon. Tout était en désordre. Des verres brisés par terre. Une chaise renversée. Roxane, il a couru vers la chambre. Elle était là, recroquevillée dans le lit, les yeux fermés. Roxane, elle a ouvert les yeux lentement. Son visage était tuméfié, lèvres fendues, œil au beurre noir. J'ai crié. Marc s'est retourné vers Louison. Si les policiers ne l'avaient pas retenue, ils l'auraient tuée. « Espèce de lâche, espèce de... » Elle est tombée. « Encore? Elle tombe beaucoup, ta femme. » Roxane a murmuré quelque chose. Je me suis approchée. « Qu'est-ce que tu dis, ma chérie? C'était pas lui. » « Quoi? C'était pas Louison. » Mon sang s'est glacé. « Alors qui? » Elle a fermé les yeux. Des larmes ont coulé. Son père. Et c'est là que tout a commencé. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Son père. Ces 2 mots ont résonné dans la chambre comme un coup de tonnerre. Marc s'est figé. Les policiers se sont regardés. Louison a baissé la tête. « Quoi ?» ai-je murmuré, incapable de comprendre. Roxane tremblait. Elle s'est redressée difficilement, une main sur ses côtes comme si chaque mouvement lui faisait mal. Il est venu ce soir. Il était en colère. Pourquoi? Parce que j'ai refusé de signer les papiers. Quels papiers? Elle a regardé Louison. Lui fixait le sol, les mains dans les poches, le visage fermé. Les papiers pour vendre mon appartement. Je ne comprenais pas. Ton appartement? Quel appartement? Roxane a pris une grande respiration. Douloureuse. Mamie Jeanne m'a laissé son appartement à Montmartre, dans son testament. Tu te souviens? Bien sûr que je me souvenais. Ma mère, décédée il y a 3 ans. Elle avait légué son petit 2 pièces à Roxane, sa petite fille adorée. Oui, mais tu l'as mis en location, non? C'est ce que je croyais. Elle a levé les yeux vers moi, des yeux remplis de honte. Louison voulait le vendre, pour investir dans un projet avec son père, un projet immobilier. Ils avaient besoin de liquidités. Marc s'est approché. « Et tu as refusé ?»« Oui, c'est tout ce que j'ai de mamie. Je ne voulais pas le vendre. »« Et alors ?»« Alors Louison a signé à ma place. Le silence est tombé comme une pierre. Il a fait quoi ?» ai-je murmuré. Roxane pleurait maintenant, sans retenue. Il a falsifié ma signature. Il a vendu l'appartement. Et l'argent est parti dans le projet de son père. C'est illégal, a dit un des policiers. C'est de la fraude. Louison a relevé la tête brusquement. Je n'ai rien fait d'illégal.
Ma femme était d'accord. Je n'étais pas d'accord, a crié Roxane. C'était la première fois que je l'entendais crier, vraiment crier. Toute sa douleur, toute sa colère accumulée pendant des mois sortait d'un coup. Tu as falsifié ma signature, tu m'as volé. Louison a serré les mâchoires. C'était pour nous, pour notre avenir. Non, c'était pour ton père, toujours pour ton père. Tais-toi. Non. Elle s'est levée, chancelante. Marc l'a soutenue. J'en ai assez de me taire. J'en ai assez d'avoir peur. J'en ai assez de disparaître. Elle a regardé Louison droit dans les yeux. Ce soir, j'ai dit à ton père que j'allais porter plainte pour la fraude, pour récupérer mon argent. Et c'est là qu'il t'a frappé ? A demandé Marc doucement. Roxane a hoché la tête. Il a dit que je détruisais la famille, que j'étais une ingrate, que sans eux, je ne serais rien. Sa voix s'est brisée. Et puis il m'a giflé, fort. Je suis tombée. J'ai heurté la table basse. Et lui, elle a regardé Louison. Lui, il est resté assis dans le canapé. Il a regardé son père me frapper. Et il n'a rien dit. Le silence qui a suivi était insoutenable. Marc s'est tourné vers Louison. Dans ses yeux, je voyais quelque chose que je n'avais jamais vu. Une rage froide, contrôlée, terrifiante. Tu as laissé ton père frapper ta femme. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. Louison a ouvert la bouche, l'a refermée. Aucun mot ne pouvait justifier ça. « Où est-il maintenant ?» a demandé un des policiers. « Il est parti. Il y a 1 heure. »« Où ?»« Chez lui, je suppose. » Le policier a appelé par radio. Il a donné l'adresse des Moreau. Demandé une intervention. On va l'interpeller. Puis il s'est tourné vers Roxane. « Madame, acceptez-vous d'aller à l'hôpital pour faire constater vos blessures ?» Roxane a regardé sa main. Elle tremblait encore. « Oui. »« Et acceptez-vous de porter plainte contre votre beau-père pour violence volontaire ?»« Oui. »« Et contre votre mari pour complicité et fraude ?» Roxane a fermé les yeux. C'était le moment de choisir, sa vie ou sa cage. « Oui. » Louison a explosé. « Tu ne peux pas faire ça ?»« Si, je peux. » Roxane, réfléchis, c'est ma famille. Et moi, je suis quoi ? Il n'a pas répondu. Roxane s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient rouges, gonflés, mais pour la première fois depuis des mois, j'y ai vu quelque chose. Une lueur, de la force. « Maman, je peux venir chez toi ce soir ?» J'ai éclaté en sanglots. « Bien sûr, ma chérie. Bien sûr. » Les policiers ont commencé à prendre des photos des blessures de Roxane. Des traces sur son cou, sur ses bras, sur son visage. Chaque cliché était une preuve. Chaque marque était une vérité. Louison est restée debout dans le salon, pâle, les bras ballants, regardant sa vie s'effondrer. « Monsieur, » a dit un policier, « vous allez devoir nous suivre au commissariat pour être entendu. »« Entendu ? Pourquoi ? Je n'ai rien fait. » Vous avez assisté à une agression sans intervenir, c'est de la non-assistance à personne en danger. Et votre épouse vous accuse de fraude. Vous avez le droit de garder le silence et de contacter un avocat. Louison a regardé Roxane une dernière fois, comme s'il attendait qu'elle change d'avis, qu'elle dise que c'était une erreur. Mais Roxane a détourné les yeux. Et c'est ce moment-là qui a tout changé, ce moment où elle a choisi de ne plus le regarder. Nous sommes partis, Marc, Roxane et moi, dans une voiture. Les policiers avec Louison dans une autre. Dans la voiture, personne ne parlait. Roxane était assise à l'arrière, la tête appuyée contre la vitre, regardant défiler les rues de Paris illuminées par les décorations de Noël. « Papa ? Oui, ma chérie ? Tu crois qu'ils vont vraiment arrêter Monsieur Moreau ? Oui. Et si Louison retire sa plainte ? Ce n'est plus à lui de décider, c'est toi qui portes plainte. » Elle a hoché la tête doucement. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Urgence. Lumières blanches aveuglantes, odeur de désinfectant, bruit de chariot et de téléphone. Une infirmière que je connaissais, Sophie, a pris Roxane en charge. « Faustine ? C'est ta fille ?» Oui. Elle a regardé le visage de Roxane, son œil tuméfié, sa lèvre fendue. « Mon Dieu ! S'il te plaît, Sophie, prends soin d'elle. »« Bien sûr, viens, ma belle. » Roxane est partie avec elle. Marc et moi sommes restés dans la salle d'attente, assis côte à côte sur des chaises en plastique inconfortables. Il a pris ma main. Je ne me souvenais pas de la dernière fois qu'il avait fait ça. Peut-être avant le divorce, peut-être jamais. On aurait dû agir plus tôt, ai-je murmuré. Non, on ne pouvait pas. Elle n'était pas prête. Elle a tellement souffert. Je sais. Mais maintenant, elle se bat.
Il a serré ma main plus fort. Et nous, on va l'aider. 1 heure plus tard, Sophie est revenue avec Roxane. Elle portait maintenant une blouse d'hôpital. Son visage avait été nettoyé. On voyait mieux l'étendue des dégâts. L'œil presque fermé, la lèvre enflée, des écorchures sur la joue. Côte fêlée, a dit Sophie. Contusions multiples, traumatisme crânien léger. Elle doit se reposer. Merci, Sophie. Roxane s'est approchée de moi, lentement, comme une enfant blessée qui cherche sa mère. Maman, je l'ai prise dans mes bras, doucement, pour ne pas lui faire mal. C'est fini, ma chérie. C'est fini. Elle a pleuré contre mon épaule, longtemps, toutes ces larmes qu'elle avait gardées pendant des mois, toute cette douleur qu'elle avait enfouie. Marc nous a enveloppés toutes les deux dans ses bras. Et pendant un instant, nous étions à nouveau une famille, brisée, meurtrie, mais ensemble. À 3 heures du matin, nous sommes rentrés chez moi. Roxane s'est installée dans sa chambre d'enfant, celle que j'avais gardée intacte même après son mariage, avec ses livres de poésie sur les étagères, ses peluches sur le lit, ses posters au mur. Elle s'est allongée, je l'ai bordée comme quand elle était petite. « Maman ? Oui, ma chérie ? Tu crois que je vais m'en sortir ? J'en suis sûre. J'ai tellement peur. De quoi ? De tout, de la suite, du procès, de croiser Louison, de... » Sa voix s'est brisée. De me retrouver seule. Je me suis assise sur le bord du lit. J'ai caressé ses cheveux. « Tu ne seras jamais seule. Jamais. Promis ? Promis. » Elle a fermé les yeux. L'épuisement l'a emportée. Je suis restée là, à la regarder dormir, comme je le faisais quand elle était petite et qu'elle faisait des cauchemars. Marc était dans le salon. Je l'ai rejoint. Il regardait par la fenêtre, les lumières de la ville, le ciel qui commençait à s'éclaircir. Elle dort ? Oui. Bien. Un silence. Marc ? Oui ? Merci d'avoir été là. Il s'est tourné vers moi. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. De la tendresse. C'est ma fille. Notre fille. Je sais. Mais quand même, merci. Il a hoché la tête. Mon collègue m'a envoyé un message. Ils ont interpellé Moreau chez lui. Il est en garde à vue. Bon. Il sera entendu demain matin. Louison aussi. Et après ? Après, il y aura une enquête. Un procès, probablement. Ça va être long. Elle est forte. Elle va tenir. Oui, parce qu'elle a sa mère. Il a posé sa main sur mon épaule. Et son père. J'ai souri. Un petit sourire triste mais sincère. Le soleil s'est levé doucement. C'était le matin de Noël. Mais cette année, Noël avait un goût différent. Un goût de justice, de vérité, de recommencement. Roxane s'est réveillée vers midi. Elle est sortie de sa chambre, marchant lentement, une main sur ses côtes. « Bonjour. Bonjour, ma chérie. Tu as faim ? Un peu. » Je lui ai préparé du thé et des tartines. Elle s'est assise à table. Marc nous a rejointes. « Comment tu te sens ? » « Mal, mais différente. » « Différente comment ? » Elle a réfléchi. « Libre. » Pour la première fois depuis longtemps, je me sens libre. Marc a souri. C'est bon signe. Roxane a bu son thé lentement, puis elle a regardé autour d'elle. Cette cuisine, cette maison, ces souvenirs. « Maman ? Oui ? Je peux rester ici quelque temps ? Le temps de me reconstruire ? Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. » Elle a souri. Un vrai sourire. Le premier depuis des mois. Et dans ce sourire, j'ai vu ma fille revenir, petit à petit, comme un printemps après un hiver interminable. Les jours qui ont suivi Noël ont été étranges. Un mélange de soulagement et d'angoisse. Roxane était à la maison, en sécurité. Mais l'ombre de ce qui s'était passé planait encore sur nous. Elle dormait beaucoup, des sommeils profonds, épuisés, comme si son corps rattrapait des mois de tension. Parfois, elle se réveillait en sursaut, le regard perdu, cherchant où elle était. Et puis elle me voyait, assise dans le fauteuil près de sa porte, et elle se détendait. « Tu es là ? Je suis là, ma chérie. » Marc passait tous les jours. Il apportait des croissants le matin, des journaux, des nouvelles. Il parlait doucement avec Roxane, lui expliquait ce qui allait se passer, les procédures, les auditions, les délais. Monsieur Moreau a été placé en garde à vue pendant 48 heures. Il sera présenté au procureur. Et après ? Il y aura probablement un contrôle judiciaire. Interdiction de t'approcher, de te contacter. Roxane hochait la tête, les yeux fixés sur sa tasse de thé. Et Louison ? Marc hésitait toujours avant de répondre aux questions sur Louison. Il a été entendu comme témoin et mis en cause, pour complicité et pour la fraude.
Il va aller en prison? Pas tout de suite. Mais il sera convoqué. Il devra s'expliquer. Roxane ne disait rien. Elle regardait par la fenêtre. Les toits de Paris sous le ciel gris de décembre. 3 jours après Noël, nous avons reçu un appel du commissariat. Roxane devait venir faire une déposition complète, raconter tout, depuis le début. Elle a tremblé en raccrochant. « Je ne sais pas si je peux. »« Si, tu peux, » ai-je dit doucement. « C'est trop dur. Je sais. Mais c'est nécessaire. » Marc est venu nous chercher. Nous sommes allés au commissariat du 16e arrondissement. Un bâtiment austère, avec des couloirs qui sentaient le café froid et le papier. Roxane était pâle. Elle serrait ma main si fort que j'avais mal. Un officier nous a reçus. Une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux courts, au regard bienveillant. « Madame Laporte ? » ?»« Oui, je suis la capitaine Dubois. Je vais recueillir votre témoignage. Vous pouvez être accompagnée si vous le souhaitez. » Roxane m'a regardée. « Maman peut rester ? » « Bien sûr. » Nous sommes entrés dans une petite salle. Une table, 2 chaises, un enregistreur. « Madame Laporte, je vais vous poser des questions. Prenez votre temps pour répondre. Si vous avez besoin d'une pause, dites-le. » Roxane a hoché la tête. « Bien. Commençons par le début. Quand avez-vous rencontré Louison Moreau ?» Et Roxane a commencé à raconter. Sa voix était faible au début, hésitante. Puis, peu à peu, elle s'est affermie. Elle a parlé de leur rencontre, de leurs premiers mois ensemble, de la demande en mariage, du bonheur qu'elle avait ressenti. Puis elle a parlé du changement. Ça a commencé doucement. Des remarques sur ma façon de m'habiller, sur mes amis. Il disait que certaines étaient une mauvaise influence, qu'elles me montaient contre lui. « Et vous avez coupé les ponts avec elle ? » ?»« Oui, progressivement, pour avoir la paix. Ensuite, il a commencé à contrôler mes dépenses. Je devais lui montrer tous mes tickets de caisse, justifier chaque achat. Et son père ? Quand est-il entré dans l'équation ? Roxane a pris une grande respiration. Dès le mariage, Monsieur Moreau avait des opinions sur tout. Comment je devais tenir la maison ? Comment je devais me comporter en société ? Louison écoutait toujours son père, tout le temps. Même si je n'étais pas d'accord, c'était l'avis de son père qui comptait. Parlez-moi de l'appartement de Montmartre. Le visage de Roxane s'est durci. Ma grand-mère me l'a laissé dans son testament. C'était tout ce que j'avais d'elle. Un petit 2 pièces avec vue sur le Sacré-Cœur. Elle l'avait acheté jeune. Elle y tenait énormément. Et que s'est-il passé ? Louison voulait le vendre. Son père avait un projet immobilier dans le sud. Ils avaient besoin de liquidités. 150 000 €. Le prix de mon appartement. Vous avez refusé ? Oui, j'ai dit non. Clairement. Et alors ? Roxane a fermé les yeux. Un jour, j'ai reçu un coup de fil d'un notaire pour me féliciter de la vente. Je ne comprenais pas. Quelle vente ? Il m'a dit que l'appartement avait été vendu 2 semaines plus tôt, que l'argent avait été versé sur le compte de mon mari. La capitaine Dubois prenait des notes. Vous n'aviez rien signé ? Non, rien. Et votre mari ? Je l'ai confronté. Il a dit qu'il avait signé à ma place, que c'était pour notre bien, que son père avait besoin de cet argent pour un investissement sûr, que j'étais égoïste de m'accrocher à un appartement vide. Qu'avez-vous fait ? J'ai pleuré, j'ai crié, et puis, elle s'est tue, et puis il m'a dit de me taire, que je faisais un scandale pour rien, que si je continuais, il me ferait interner. J'ai sursauté. Interner ? Roxane a hoché la tête. Il disait que j'étais instable, que je faisais des crises, que personne ne me croirait. La capitaine Dubois a posé son stylo. « Madame Laporte, c'est de la manipulation psychologique, de la violence morale. Je sais. Maintenant, je le sais. Continuez. Racontez-moi la soirée du 24 décembre. » Roxane a pris une autre grande respiration. J'avais contacté un avocat en secret. Je voulais savoir si je pouvais récupérer mon argent, si je pouvais porter plainte pour fraude. L'avocat m'a dit que oui, que c'était très clair, que mon mari avait commis un délit. Et vous avez décidé d'agir ? Oui. Ce soir-là, j'ai dit à Louison que j'allais porter plainte. Comment a-t-il réagi ? Il est devenu blanc. Il m'a supplié de ne pas faire ça. Il a dit que ça détruirait sa carrière, que son père serait ruiné, qu'on perdrait tout. Et vous ? J'ai dit que j'avais déjà tout perdu. Mon appartement, ma dignité, moi-même. Elle a essuyé une larme qui coulait sur sa joue. Et c'est là qu'il a appelé son père. Quand est-il arrivé ? 20 minutes plus tard. Il était furieux. Je l'entendais crier dans l'escalier. Quand il est entré, il m'a regardé comme si j'étais de la vermine.
Que s'est-il passé? Il m'a dit que j'étais une ingrate, que sa famille m'avait tout donné, que sans eux, je ne serais rien, qu'une bonne épouse ne traîne pas son mari en justice. Et ensuite, Roxane a fermé les yeux. Ses mains tremblaient. J'ai répondu que je n'étais plus sa bonne épouse, que j'en avais assez de me soumettre, que je voulais juste récupérer ce qui m'appartenait. Et il m'a giflé, fort. J'ai basculé en arrière. J'ai heurté la table basse. Je suis tombée par terre. Sa voix se brisait. Il s'est approché. Il m'a donné un coup de pied dans les côtes. J'ai crié. J'ai demandé à Louison de l'arrêter. Qu'a fait votre mari? Roxane a ouvert les yeux. Son regard était vide. Rien. Il était assis dans le canapé, les bras croisés. Il regardait. Et il ne disait rien. Le silence dans la pièce était assourdissant. Son père a continué? Oui. Il m'a attrapé par les cheveux. Il m'a relevé. Il m'a dit que si je portais plainte, il me détruirait. Qu'il avait des relations. Qu'il me ferait passer pour folle. Que personne ne me croirait. Et puis il est parti. Comme ça. Il a claqué la porte. Et Louison? Louison est resté assis. Il m'a regardé. J'étais par terre, en sang, et il m'a dit « Tu vois ce que tu as fait ?» J'ai senti mon cœur se serrer. Qu'avez-vous fait alors? J'ai rampé jusqu'à la chambre. J'ai pris mon téléphone. J'ai envoyé un message à ma mère. Et j'ai appelé mon père. La capitaine Dubois a arrêté l'enregistrement. Merci, Madame Laporte. C'est suffisant pour aujourd'hui. Roxane tremblait. Je l'ai prise dans mes bras. C'est fini, ma chérie. Tu as été très courageuse. Nous sommes sortis du commissariat. L'air froid de décembre nous a frappés en plein visage. Roxane a respiré profondément. « Maman? Oui? Tu crois qu'ils vont le punir? Vraiment? Oui, je le crois. » Elle a hoché la tête, mais dans ses yeux, je voyais le doute. Les jours suivants, nous avons essayé de reprendre une routine. Roxane se levait, prenait son petit déjeuner, lisait un peu. Elle ne voulait pas sortir. Elle avait peur de croiser Louison. Ou pire, son père. Marc nous appelait tous les soirs pour nous tenir au courant. Moreau a été mis en examen pour violence aggravée. Il a un contrôle judiciaire, interdiction de s'approcher de Roxane à moins de 500 mètres. Et Louison? Il est convoqué par le juge d'instruction pour l'affaire de la fraude. Ça prendra du temps. Le 31 décembre, veille du Nouvel An, nous étions toutes les deux sur le canapé. Je regardais un vieux film. Roxane feuilletait un livre sans vraiment lire. Son téléphone a vibré. Elle l'a regardé. Son visage s'est décomposé. C'est lui. Qui? Louison? Oui? Qu'est-ce qu'il veut? Elle m'a montré l'écran. Roxane, s'il te plaît, on doit parler. Je t'aime. Reviens. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ne réponds pas. Je sais. Mais elle fixait le message, comme hypnotisée. Roxane, regarde-moi. Elle a levé les yeux. Il ne t'aime pas. Pas vraiment. Mais, non. L'amour, ça ne fait pas mal. L'amour, ça ne regarde pas quelqu'un se faire frapper sans bouger. Elle a fermé les yeux. Des larmes ont coulé. Je sais. Mais c'est dur. Je sais, ma chérie. Mais tu es plus forte que tu ne le crois. Elle a bloqué le numéro. Puis, elle a éteint son téléphone. Voilà. C'est fait. Bien. Le soir du Nouvel An, nous avons mangé une raclette toutes les deux. Comme quand elle était adolescente et qu'on passait des soirées simples, juste nous deux. À minuit, nous avons regardé les feux d'artifice depuis le balcon. Paris brillait de 1000 feux. Bonne année, maman. Bonne année, ma chérie. Nous nous sommes embrassés. Cette année sera meilleure, ai-je murmuré. Tu crois? J'en suis certaine. Et je le pensais vraiment. Parce que pour la première fois depuis longtemps, Roxane avait choisi de se sauver elle-même. Quelques jours plus tard, début janvier, nous avons reçu une lettre du tribunal. La date de l'audience préliminaire pour l'affaire de la fraude était fixée. Mi-février. Roxane devait témoigner, face à Louison. Je ne sais pas si je peux. Si, tu peux. Maman, je vais le revoir. Oui, mais tu ne seras pas seule. Ton père et moi, on sera là. Elle a hoché la tête, mais je voyais la peur dans ses yeux. Marc est passé ce soir-là. Il a apporté les détails de l'audience. Ce sera une audience à huis clos. Juste le juge, les avocats, toi, Louison, et nous si tu veux. Qu'est-ce que je dois faire? Dire la vérité, c'est tout. Et s'il ment? Il y a des preuves, la signature falsifiée, le virement bancaire, les documents notariaux. Il ne pourra pas nier. Roxane a respiré profondément. D'accord, je vais le faire. Marc a souri. C'est ma fille. Les semaines ont passé lentement. Roxane commençait à aller un peu mieux. Elle sortait faire des courses avec moi.
Elle allait parfois se promener au parc. Elle lisait à nouveau. Un jour, elle a trouvé son livre de poésie de Rimbaud que j'avais acheté pour Noël. Je l'avais laissé sur sa table de nuit. C'était pour Noël, ai-je dit. Maman, je sais, on a raté Noël cette année. Mais tu es là, c'est le plus beau cadeau. Elle a ouvert le livre. Elle a lu la dédicace que j'avais écrite. Ma chérie, je t'aime. Je serai toujours là. Maman, elle a fondu en larmes. Merci, merci pour tout. Nous nous sommes serrés l'une contre l'autre, et dans cette étreinte, j'ai senti que quelque chose était en train de guérir. Lentement, douloureusement, mais sûrement. Mi-février est arrivé trop vite. Le jour de l'audience, Roxane s'est réveillée à l'aube. Je l'ai entendue marcher dans le couloir. Quand je suis sortie de ma chambre, elle était dans la cuisine, une tasse de café froid entre les mains. « Tu n'as pas dormi ?»« Pas vraiment. »« Ma chérie, j'ai peur, maman. » Je me suis assise à côté d'elle. « Je sais, mais souviens-toi, tu dis la vérité. C'est tout. La vérité est de ton côté. » Elle a hoché la tête, mais ses mains tremblaient. Marc est venu nous chercher à 9 heures. Il portait son costume sombre, celui qu'il mettait pour les occasions importantes. Dans la voiture, personne ne parlait. Juste le bruit du moteur et de la ville qui se réveillait. Le tribunal était un bâtiment imposant, gris, avec de grandes colonnes à l'entrée. Nous avons monté les marches lentement. Roxane serrait mon bras. L'avocat que nous avions engagé, Maître Fontaine, nous attendait dans le hall. Une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris relevés en chignon, regard perçant. « Madame Laporte, vous êtes prête ? Je ne sais pas. C'est normal. Mais vous devez juste raconter ce qui s'est passé. Le juge va vous écouter. » Nous sommes entrés dans la salle d'audience. Une petite salle, presque austère. Le juge était déjà assis, un homme d'une 60aine d'années aux lunettes rondes. Et puis je l'ai vu, Louison, assis de l'autre côté, avec son propre avocat. Il était pâle, amaigri. Il regardait droit devant lui, évitant soigneusement de croiser le regard de Roxane. Roxane s'est figée en le voyant. « Maman, respire. Je suis là. » Nous nous sommes assises. Marc s'est installé derrière nous. Le juge a commencé. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour l'affaire concernant la vente frauduleuse d'un bien immobilier appartenant à Madame Roxane Laporte. Madame Laporte, pouvez-vous nous expliquer les faits ?» Roxane s'est levée. Sa voix était faible au début, mais elle a tenu bon. Elle a raconté. L'héritage de sa grand-mère, son refus de vendre, la vente effectuée sans son accord, la signature falsifiée. Le juge écoutait attentivement, prenant des notes. « Monsieur Moreau, que répondez-vous à ces accusations ?» Louison s'est levé. Il évitait toujours de regarder Roxane. « Monsieur le juge, ma femme et moi avions discuté de cette vente. Elle était d'accord. »« Ce n'est pas vrai !» a crié Roxane. « Madame, s'il vous plaît, » a dit le juge calmement. « Monsieur Moreau, avez-vous une preuve de cet accord ?»« Non, monsieur le juge. C'était verbal. »« Mais vous avez signé à sa place ?» Louison a hésité. « Oui. Mais c'était pour simplifier les démarches. » Le juge a retiré ses lunettes. « Monsieur Moreau, falsifier une signature est un délit. Peu importe vos intentions. » L'avocat de Louison a pris la parole, essayant de minimiser les faits, parlant de malentendus conjugal, de difficultés de communication. Mais le juge ne semblait pas convaincu. Où est l'argent de cette vente actuellement ? Louison a baissé la tête. Il a été investi dans un projet immobilier. Le projet de votre père ? Oui. Et ce projet ? Il a échoué. Le silence est tombé dans la salle. Roxane a pâli. Échoué ? Louison a enfin levé les yeux vers elle. Le projet n'a pas abouti. L'argent est perdu. Roxane a vacillé. Marc s'est levé, prêt à la soutenir. Perdu ? Mon argent est perdu ? Roxane, je suis désolée. Désolée ? Tu m'as volé 150 000 € et tu es désolée ? Le juge a frappé son marteau. Silence, s'il vous plaît. Monsieur Moreau, vous comprenez que non seulement vous avez commis une fraude, mais que vous avez également causé un préjudice financier considérable à votre épouse ? Oui, monsieur le juge. Bien. Je vais rendre mon ordonnance dans les prochains jours. En attendant, je vous demande de ne pas contacter Madame Laporte. L'audience est levée. Nous sommes sortis. Roxane tremblait de rage et de chagrin. Il a tout perdu. Tout. Ma chérie. L'appartement de mamie. Mes souvenirs. Tout. Elle a éclaté en sanglots sur les marches du tribunal. Marc et moi l'avons entourée. « On va se battre », a dit Marc. « Il y a des recours. On va récupérer cet argent. » Comment ? Le projet a échoué.
Alors, on attaquera son père. On demandera des dommages et intérêts. On ira jusqu'au bout. Maître Fontaine nous a rejoints. Le juge va probablement condamner votre mari. Il devra vous rembourser. S'il ne peut pas, on se retournera contre son père qui a bénéficié de l'argent. Roxane a essuyé ses larmes. Vous croyez vraiment qu'on peut gagner? Oui, les faits sont clairs. Dans les jours qui ont suivi, Roxane est devenue plus déterminée. La colère avait remplacé la peur. Elle voulait justice. Non seulement pour l'agression, mais aussi pour le vol. Ils m'ont tout pris, maman. Ma dignité, mon argent, mes rêves. Mais je ne les laisserai pas gagner. C'est ma fille. 2 semaines plus tard, l'ordonnance du juge est tombée. Louison était reconnu coupable de fraude. Il devait rembourser les 150 000 € à Roxane, plus les intérêts et les frais de justice. S'il ne pouvait pas payer, son père serait solidairement responsable. Roxane a pleuré en lisant le document. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. J'ai gagné. Oui, ma chérie, tu as gagné. Mais nous savions toutes les deux que le combat n'était pas terminé. Il restait encore l'audience pour les violences, le procès de M. Moreau, et tout ce que cela impliquait. Roxane a regardé par la fenêtre. Le printemps commençait à pointer. Les premiers bourgeons sur les arbres. Maman? Oui? Merci de ne pas m'avoir abandonnée. Jamais, ma chérie, jamais. Et dans ce moment, j'ai su que peu importe ce qui viendrait ensuite, nous étions ensemble. Et c'était tout ce qui comptait. Le procès de M. Moreau pour violence aggravée a eu lieu début avril. Cette fois, ce n'était pas une simple audience. C'était un vrai procès, avec un tribunal correctionnel, des jurés, tout l'appareil de la justice. Roxane était terrifiée. Non pas de témoigner, mais de le revoir. Cet homme qui l'avait frappé. Cet homme qui avait détruit sa vie. La veille du procès, elle n'a pas dormi. Je l'ai entendue pleurer dans sa chambre. Je suis allée la rejoindre. Ma chérie, je ne peux pas, maman. Je ne peux pas le regarder en face. Si, tu peux. Parce que cette fois, c'est lui qui doit avoir peur, pas toi. Elle m'a regardée, les yeux rouges. Tu crois qu'ils vont vraiment le condamner? Oui, les preuves sont là, les photos, le certificat médical, ton témoignage, celui de ton père. Mais son avocat va dire que j'exagère, que je mens. Laisse-le dire. La vérité est plus forte que les mensonges. Le matin du procès, Marc est venu nous chercher très tôt. Il était en uniforme. Il avait demandé à être présent officiellement en tant que policier et père de la victime. Dans la voiture, il a pris la main de Roxane. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je suis fière de toi. Papa, tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Roxane a souri faiblement. Le tribunal était bondé. Des journalistes étaient là. L'affaire avait fait du bruit. Un cadre supérieur accusé de violence sur sa belle-fille. Les médias adoraient ce genre d'histoire. Nous sommes entrés par une porte dérobée pour éviter les caméras. Maître Fontaine nous attendait. « Roxane, vous êtes prête ?»« Je crois. »« Bien, souvenez-vous. Répondez aux questions simplement. Ne vous laissez pas déstabiliser par l'avocat de la défense. Je serai là. » Nous sommes entrés dans la salle d'audience. Monsieur Moreau était déjà là, assis entre ses avocats. Il portait un costume impeccable, les cheveux gominés. Il avait l'air d'un homme d'affaires respectable, pas d'un homme violent. Quand il a vu Roxane, quelque chose a changé dans son regard. Une lueur froide, méprisante. Roxane s'est raidie. J'ai pris sa main. Respire. Le procureur a commencé à exposer les faits. L'agression du 24 décembre. Les blessures constatées. Le contexte de violence psychologique et d'emprise familiale. Puis ce fut au tour de Roxane de témoigner. Elle s'est levée. Elle a marché jusqu'à la barre. Sa voix tremblait, mais elle a tenu bon. Elle a raconté. Tout. La soirée, la gifle, le coup de pied, les menaces et le silence complice de Louison. Il m'a dit que personne ne me croirait, qu'il avait des relations, qu'il me détruirait. Le procureur a montré les photos. Le visage tuméfié de Roxane, les bleus sur ses côtes, son œil presque fermé. Plusieurs personnes dans la salle ont détourné le regard. Puis ce fut au tour de l'avocat de M. Moreau, un homme élégant, à la voix posée. « Madame Laporte, n'est-il pas vrai que vous aviez bu ce soir-là? »« Non. »« Vous êtes certaine? »« Oui. »« Et n'est-il pas vrai que vous avez provoqué mon client en menaçant de détruire sa famille ?» Roxane a serré les poings. « Je n'ai provoqué personne. J'ai juste dit que je voulais récupérer mon argent. Un argent que votre mari, légalement votre époux, avait le droit d'utiliser. Non, c'était mon héritage.
ma propriété personnelle. Madame Laporte, n'est-il pas possible que vous soyez tombée accidentellement? Tombée? Accidentellement? Sa voix montait. Regardez les photos. On ne tombe pas accidentellement comme ça. Le juge est intervenu. Maître, vos questions sont inappropriées. Les faits sont documentés médicalement. L'avocat s'est incliné et s'est rassis. Marc a témoigné ensuite. Il a raconté ce qu'il avait vu en arrivant sur les lieux. L'état de Roxane, le désordre de l'appartement, l'attitude de Louison. Ma fille était terrorisée. Et son mari était assis là, les bras croisés, comme si de rien n'était. Puis ce fut au tour de M. Moreau de prendre la parole. Il est monté à la barre, droit, arrogant. Je n'ai jamais touché cette jeune femme. Elle ment. Alors, comment expliquez-vous ces blessures? A demandé le procureur. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle se les est faites elle-même, pour me nuire. Un murmure a parcouru la salle. Roxane a bondi. C'est faux. Le juge a frappé son marteau. Silence, Madame Laporte, asseyez-vous. Mais Roxane tremblait de rage. Il ment, comme il a toujours menti. Maître Fontaine l'a fait rasseoir. Le procureur a repris. Monsieur Moreau, vous avez déjà été condamné pour violence conjugale il y a 15 ans. N'est-ce pas? Le visage de Monsieur Moreau s'est durci. Ses charges ont été abandonnées. Parce que votre épouse a retiré sa plainte. Mais le casier existe. C'était il y a longtemps. La violence est un schéma récurrent, Monsieur Moreau. L'avocat de la défense a protesté. Le juge a demandé le silence. Les plaidoiries ont duré des heures. L'avocat de Monsieur Moreau a essayé de le présenter comme un homme respectable, victime d'une belle-fille vindicative. Maître Fontaine a démoli cette défense, pièce par pièce, preuve par preuve. À la fin de la journée, le juge a annoncé que le délibéré serait rendu dans une semaine. Nous sommes sortis épuisés. Roxane pouvait à peine marcher. Marc la soutenait d'un côté, moi de l'autre. « C'est fini ?» a-t-elle murmuré. « Presque, ma chérie, presque. » Une semaine plus tard, nous sommes revenus pour le verdict. La salle était encore plus bondée. Les caméras attendaient au dehors. Le juge est entré. Nous nous sommes levés. « Monsieur Étienne Moreau, veuillez vous lever. » Monsieur Moreau s'est levé, le visage impassible. Après examen des faits et des preuves présentées, ce tribunal vous reconnaît coupable de violence volontaire aggravée. Vous êtes condamné à 18 mois de prison, dont 6 mois fermes, et à verser 20 000 € de dommages et intérêts à Madame Roxane Laporte. Vous avez également l'interdiction de l'approcher ou de la contacter pendant 5 ans. Roxane a éclaté en sanglots. Pas de tristesse, de soulagement. Monsieur Moreau est resté debout, figé. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose se briser en lui. L'arrogance, la certitude. Il allait vraiment aller en prison. Les gendarmes se sont approchés. Ils lui ont passé les menottes. Il a regardé la salle une dernière fois. Son regard a croisé celui de Roxane. Et dans ce regard, il n'y avait plus de mépris. Juste de la défaite. Nous sommes sortis sous les applaudissements discrets de certaines personnes présentes. Dehors, les journalistes se sont rués vers nous. « Madame Laporte, comment vous sentez-vous » Maître Fontaine les a écartés. « Ma cliente ne fera pas de déclaration aujourd'hui. » Merci. Dans la voiture, personne ne parlait. Le choc, l'épuisement, le soulagement. Roxane a finalement rompu le silence. « Il va vraiment aller en prison ?» « Oui, » a dit Marc. 6 mois fermes. C'est peu, c'est peu. Mais c'est quelque chose. Elle a regardé par la fenêtre. Paris défilait. La vie continuait. « Maman ?»« Oui, ma chérie. Je crois que je vais enfin pouvoir respirer. » J'ai pris sa main. « Oui, tu vas pouvoir respirer. » Et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. De l'espoir. Les mois qui ont suivi le procès ont été étranges. Comme sortir d'un tunnel et découvrir que le soleil existe encore. Roxane a commencé à voir une psychologue. Une femme douce qui l'aidait à comprendre ce qu'elle avait vécu. L'emprise, la manipulation. La violence invisible qui précède toujours la violence visible. Ce n'était pas de l'amour, maman. C'était du contrôle. Je sais, ma chérie. Pendant si longtemps, j'ai cru que c'était moi le problème. Non, tu n'as jamais été le problème. Elle a commencé à sortir un peu, à revoir des amis qu'elle avait perdus. Certaines l'ont accueillie à bras ouverts. D'autres lui ont tourné le dos, disant qu'elle aurait dû rester avec son mari. « Les gens ne comprennent pas », m'a-t-elle dit un soir. Non, pas tous. Mais ceux qui comptent, oui. En juin, nous avons reçu des nouvelles de Louison. Il avait enfin signé les papiers du divorce, sans contestation, sans demande.
Maître Fontaine nous a appelés. C'est fini. Le divorce sera prononcé dans 3 mois. Roxane a raccroché et elle a pleuré. Pas de tristesse, de libération. Je vais être libre, vraiment libre. Nous avons aussi reçu le premier versement des dommages et intérêts. 20 000 € de la part de M. Moreau. L'argent de la fraude prendrait plus de temps, mais Maître Fontaine était optimiste. Le père devra vendre des biens pour vous rembourser. Ça prendra peut-être 1 an, mais vous récupérerez votre argent. Un jour de juillet, Roxane m'a demandé de l'accompagner quelque part. Elle n'a pas dit où. Nous avons pris le métro jusqu'à Montmartre. « Tu veux voir l'appartement de mamie ?» Elle a hoché la tête. Nous sommes montés jusqu'à la petite rue où se trouvait l'immeuble. L'appartement avait été vendu, bien sûr. Quelqu'un d'autre vivait là maintenant. Roxane s'est arrêtée devant la porte. Je voulais juste le revoir, me souvenir. Mamie aurait été fière de toi. Tu crois ? J'en suis certaine. Nous sommes restés là un moment, en silence, regardant les fenêtres où autrefois sa grand-mère arrosait ses géraniums. Maman ? Oui, quand je récupérerai mon argent, je veux racheter cet appartement. Vraiment ? Oui, si les propriétaires veulent vendre, je veux le récupérer. Pour mamie. Pour moi. J'ai souri. Alors on le fera. En août, quelque chose d'inattendu s'est produit. Marc et moi avons recommencé à nous parler. Vraiment. Pas juste des nouvelles de Roxane. Mais de nous, de notre vie, de ce que nous étions devenus. On a fait des erreurs, m'a-t-il dit un soir autour d'un café. Oui, mais on a fait du mieux qu'on pouvait. Tu crois qu'on aurait pu éviter tout ça ? Pour Roxane ? Non. Louison était charmant au début. Personne ne pouvait savoir. Elle nous fait confiance à nouveau. Oui, et c'est le plus important. Nous ne sommes pas redevenus un couple, mais nous sommes redevenus une famille. Et c'était suffisant. En septembre, Roxane a commencé à chercher du travail. Elle voulait reprendre l'enseignement. Mais elle avait peur. Et si mes collègues savent ? Et si tout le monde me juge ? Alors ils ne méritent pas de te connaître. Elle a postulé dans plusieurs écoles. En octobre, elle a eu une réponse positive. Un lycée dans le 15e arrondissement cherchait un professeur de français. Le jour de son entretien, elle était terrifiée. Mais elle y est allée. Et elle a été brillante. Ils m'ont prise, maman. Je savais que tu y arriverais. Je recommence en janvier. C'est merveilleux, ma chérie. Ce soir-là, nous avons fêté ça toutes les deux. Marc nous a rejointes. Nous avons bu du champagne et mangé des crêpes, comme quand Roxane était petite. « À ta nouvelle vie », ai-je dit en levant mon verre. « À ma nouvelle vie », a répété Roxane. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis si longtemps. De la joie. Novembre est arrivé avec ses premiers froids. 1 an exactement depuis que tout avait basculé. Un matin, nous avons reçu un appel de Maître Fontaine. « Madame Laporte, j'ai des nouvelles. Bonnes ou mauvaises ? Bonnes. Monsieur Moreau Senior a accepté de vendre un de ses biens pour vous rembourser intégralement. 150 000 € plus les intérêts. Le virement sera effectué la semaine prochaine. » Roxane a lâché le téléphone. Elle tremblait. « C'est fini ? » ?»« Oui, ma chérie. C'est fini. » Elle s'est effondrée dans mes bras en pleurant. « J'ai récupéré mon argent. Celui de mamie. Oui, je peux racheter l'appartement. » Oui, et c'est ce qu'elle a fait. Elle a contacté les propriétaires actuels de l'appartement de Montmartre. Par chance, ils cherchaient à vendre pour partir en province. C'est comme si mamie l'avait voulu, m'a dit Roxane. En décembre, elle a signé l'acte de vente. L'appartement était à nouveau à elle. Le jour où elle a récupéré les clés, nous y sommes allés ensemble. Marc nous accompagnait. Roxane a ouvert la porte lentement. L'appartement était vide, mais il sentait encore un peu la lavande, comme autrefois. C'est exactement comme je m'en souvenais. Elle a marché dans chaque pièce, touchant les murs, regardant par les fenêtres, souriant. « Maman, tu te souviens ? Mamie faisait ses confitures ici. Elle chantait en les préparant. Je me souviens. » Roxane s'est arrêtée devant la fenêtre qui donnait sur le Sacré-Cœur. « Je vais refaire ma vie ici. Tu vas déménager ? » « Oui, je vais enfin avoir mon chez-moi. » Marc a souri. « Ta grand-mère serait fière. » Ce soir-là, nous avons dîné dans un petit restaurant de Montmartre. Juste nous 3. Comme une famille qui se retrouve. « Papa ? Maman ? Oui ? Merci. Pour tout. Pour ne jamais m'avoir abandonné. » Marc a pris sa main. « On ne t'aurait jamais laissé tomber. Jamais. Je sais maintenant. » Pendant le dîner, j'ai remarqué quelque chose. Roxane riait, vraiment, de bon cœur. « Tu as l'air heureuse, ai-je dit doucement. »« Je le suis, maman,
pour la première fois depuis longtemps. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai repensé à tout ce chemin parcouru. La douleur, les larmes, les combats, mais aussi la force, le courage, la reconstruction. Quelques jours plus tard, j'ai appris par Marc ce qu'il était advenu de Louison et de son père. Monsieur Moreau avait purgé ses 6 mois de prison. À sa sortie, sa femme avait demandé le divorce. Elle était partie vivre chez sa sœur. La grande famille bourgeoise s'était effondrée. Louison avait perdu son poste à la banque. L'affaire avait fait trop de bruit. Il vivait maintenant dans un petit studio, seul. Ses amis l'avaient abandonné. Sa famille aussi. La vie leur a rendu ce qu'ils ont donné, a dit Marc. Le karma, ai-je murmuré. Oui, le karma. Je n'ai pas ressenti de joie en apprenant leur chute, juste une forme de paix, comme si l'univers avait rétabli l'équilibre. À Noël, Roxane a organisé un dîner dans son nouvel appartement. Marc et moi étions invités. Elle avait décoré avec goût, mis un petit sapin près de la fenêtre. C'est notre premier vrai Noël depuis longtemps, a-t-elle dit. Nous avons mangé, ri, partagé des souvenirs. Roxane nous a lu un poème de Rimbaud, celui qu'elle préférait. Et en la regardant, debout près du sapin, le livre à la main, j'ai réalisé quelque chose. Elle était redevenue elle-même. Non, elle était devenue quelqu'un de plus fort encore. Aujourd'hui, 2 ans ont passé depuis cette nuit du 24 décembre où tout a basculé. Roxane enseigne dans son lycée. Elle aime ses élèves. Ils l'adorent. Elle leur parle de poésie, de littérature, mais aussi de vie, de résilience, de courage. Elle vit seule dans son appartement de Montmartre. Elle a appris à aimer cette solitude. Ce n'est plus de la peur, c'est de la liberté. Parfois, elle me dit qu'elle rencontre quelqu'un, un homme bien, un professeur d'histoire, mais elle prend son temps. Je ne suis pas pressée, maman. J'apprends à me connaître d'abord. C'est sage. Et si je ne rencontre personne, ce n'est pas grave. Je suis complète toute seule. Ces mots me remplissent de fierté. Marc et moi nous voyons régulièrement. Nous ne sommes plus ensemble, mais nous sommes redevenus amis. Des amis qui partagent la plus belle chose que nous ayons jamais créée. Notre fille. Monsieur Moreau vit désormais dans un petit appartement. Seul. Sa femme ne lui parle plus. Ses amis l'ont oublié. Son empire s'est effondré. J'ai appris qu'il avait des problèmes de santé. Que parfois, il errait dans les rues, l'air perdu. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Louison, lui, est parti de Paris. Marc a entendu dire qu'il vivait dans le sud, qu'il essayait de reconstruire quelque chose. Mais les gens n'oublient pas. Sa réputation l'a suivi. Je ne ressens ni joie, ni pitié. Juste l'indifférence qu'on réserve aux gens qui ne font plus partie de notre vie. Il y a quelques semaines, Roxane m'a invité à prendre le thé chez elle. Elle m'a montré quelque chose, un cahier. Je l'ai écrit. Mon histoire, tout ce qui s'est passé. Pourquoi? Pour ne jamais oublier d'où je viens. Et pour aider d'autres femmes, peut-être? Tu vas le publier? Je ne sais pas. Peut-être un jour. Elle a souri. Mais je l'ai écrit. Et ça, c'est déjà beaucoup. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai pensé à toutes ces femmes qui vivent ce que Roxane a vécu, qui ont peur, qui se sentent seules, qui pensent qu'elles ne méritent pas mieux. Et j'ai voulu leur dire quelque chose. La violence ne commence jamais par un coup. Elle commence par un mot de trop, un regard qui glace, une remarque qui blesse, une liberté qu'on vous retire petit à petit. Et quand vous vous réveillez, vous ne vous reconnaissez plus. Mais il n'est jamais trop tard pour partir, pour dire non, pour demander de l'aide. Roxane l'a fait. Et elle s'en est sortie. Pas toute seule. Parce que personne ne s'en sort vraiment seul. Elle avait son père. Elle m'avait. Elle avait la justice. Mais surtout, elle avait cette petite voix en elle qui murmurait encore « Tu mérites mieux ». Et elle l'a écoutée. Aujourd'hui, quand je regarde ma fille, je vois une survivante. Mais je vois surtout une femme libre. Une femme qui a repris sa vie en main. Une femme qui inspire d'autres femmes. Et je me dis que tout ce que nous avons traversé n'aura pas été vain si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux. Si vous vivez dans la peur, si quelqu'un vous fait du mal, si vous ne vous reconnaissez plus dans le miroir, appelez, parlez, partez. Vous n'êtes pas seul, vous méritez mieux. Vous méritez la paix. Et un jour, vous aussi, vous vous réveillerez et vous sourirez à nouveau. Comme ma fille le fait aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur,
Abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.